Parfait. Bon, aujourd'hui, je vais partager une petite euh, présentation sur École d'une sagesse intemporelle, un voyage à travers les écrits de H.P. Blavatsky. Les paroles que je partage aujourd'hui proviennent d'une conférence donnée à la bibliothèque et au centre de recherche d'Adyar dans la série Les bibliothèques, communautés vivantes. Je vais parler un peu de la bibliothèque pour ceux qui ne la connaissent pas. Elle a été fondée en 1886 par le colonel Olcott. La bibliothèque d'Adyar est partie d'une modeste collection et avec le temps est devenue l'une des plus grandes bibliothèques orientales du monde, avec plus de 250 000 volumes et 20 000 manuscrits sur feuilles de palmier provenant d'Asie. C'est un lieu où la sagesse ancienne rencontre la recherche moderne. Depuis 2 ans, on a ici à Adyar la série Les bibliothèques comme communauté vivante, qui cherche à montrer la bibliothèque non seulement comme un lieu de livres, mais comme une communauté vivante où l'on étudie, échange et se transforme. C'est dans cet esprit que j'ai choisi de centrer mon intervention sur les ouvrages de H.P. Blavatsky, comme je le ferai aussi aujourd'hui. À travers ces écrits, nous retrouverons les échos d'une sagesse intemporelle, née bien avant son époque et qui résonne encore à nous aujourd'hui. Lorsque je dis que je parlerai des œuvres de Blavatsky, je précise que je ne peux qu'offrir une vue d'ensemble, des aperçus, des grandes lignes et peut-être une étincelle de curiosité. Pour moi, les livres de Madame Blavatsky ont été des compagnons, parfois difficiles, bien sûr, mais toujours inspirants. Et ils m'ont toujours guidé vers quelque chose de plus grand. Un Mahatma a dit un jour que les vérités partagées par des écrivains ne sont jamais vraiment le leur, mais puisées dans les grands trésors de l'univers. La tâche de l'écrivain, ou dans ces cas de l'oratrice, est simplement de leur donner forme et de les partager. Je souhaite vous inviter à découvrir ces paysages vous-même. Les écrits de HPB sont un terrain d'entraînement pour l'âme, touchant le mental, le cœur, l'intuition et la volonté. Ensemble, ils forment un chemin. Elle n'a pas écrit pour être admirée de loin. Ces mots sont destinés à susciter, à éveiller, à inspirer. J'espère donc pouvoir partager un peu de cette étincelle avec vous. Mais avant de nous plonger dans ces écrits, découvrons la femme remarquable qui les a inspirés. Elena Petrovna Blavatsky est née en 1831 sur le territoire ukrainien actuel, au sein d'une famille de la noblesse russe. Dès le début, elle était spéciale, on dirait curieuse, farouchement indépendante et attirée par l'invisible. En tant qu'enfant, elle se promenait seule dans les forêts, racontant des visions et parlant de compagnons invisibles. À 17 ans, elle a quitté un mariage précoce pour partir seule à la découverte du monde. Imaginez une jeune femme de 17 ans au milieu du 19e siècle, voyageant seule à travers les déserts, embarquant sur les bateaux à vapeur. Elle a traversé l'Égypte, l'Inde, le Tibet, l'Europe et les Amériques,
rencontrant des sages et des mystiques et recueillant les fragments d'une sagesse universelle. Et elle entra en contact avec les Mahatmas, des grands maîtres se dédiant à l'humanité, au service de l'humanité. Les maîtres Moria et Kutumi, particulièrement, qui ont inspiré sa mission au cours de sa vie. En 1875, en 17 novembre, comme aujourd'hui, à New York, elle fonda avec Henry Steele Olcott, William Quine Judge et quelques autres personnes la Société théosophique. Leur but était de promouvoir la fraternité universelle sans distinction, étudier la religion, la philosophie et la science comparée, et explorer les lois cachées de la nature et les pouvoirs latents en l'être humain. Sa vie fut marquée par les épreuves, la maladie et les critiques, mais aussi par une écriture passionnée et une dévotion profonde à la vérité. Elle ne nous a pas laissé de richesses matérielles, mais des trésors spirituels, des enseignements destinés à ceux qui cherchent à comprendre le sens profond de la vie. Elena Blavatsky restait ainsi une figure légendaire, un pont entre l'Orient et l'Occident, entre la sagesse antique et la quête moderne de la vérité. Elle nous a laissé un trésor d'écrits, des lanternes éclairant le chemin pour les générations de chercheurs. On pourrait imaginer le livre de Blavatsky comme des portes qui s'ouvrent sur différentes dimensions de la recherche humaine. Chacun d'eux est un seuil qui nous invite non seulement à regarder, mais à entrer. Avant de commencer, permettez-moi de partager une classification simple que je propose pour certains écrits de Blavatsky, mais bien sûr pas tout. Cette liste n'est pas exhaustive et certaines œuvres pourraient appartenir à plusieurs catégories, mais elle nous offre un aperçu du vaste paysage de savoir. Je les ai regroupés en 5 catégories. Le premier courant regroupe les enseignements fondamentaux, le cœur même de la théosophie. On y trouve, ici dévoilée, la doctrine secrète, qui est la clé de la théosophie, et la voie du silence. Le deuxième concerne les instructions ésotériques, qui sont des textes tels que l'occultisme pratique et les instructions ésotériques elles-mêmes, écrits pour des étudiants engagés qui rappellent la discipline, l'éthique et l'entraînement intérieur. Le troisième volet présente HPB comme une conteuse, mêlant vérité et imagination dans les cavernes et jungles de l'Hindustan, ainsi que dans des lettres qu'elle a écrites, les croquis de voyage et d'autres compilations d'histoires. Elle nous montre cette inclination pour l'écriture de fiction qu'elle avait aussi. Le quatrième volet présente ses ouvrages de référence et les compilations de ses écrits, tels que les glossaires théosophiques, les joyaux d'Orient, les monumentaux écrits rassemblés par Boris de Sirkov, etc. On y trouve également ses essais et des articles éditoriaux qu'elle a écrits, publiés dans des revues telles que Le Théosophiste et Lucifer, où elle a abordé les questions de son temps avec
courage et clairvoyance. Et le cinquième courant traverse les biographies qui la concernent, chacune cherchant à saisir sa vie, son influence, son mystère, ainsi que les livres écrits pour guider ou faciliter l'étude de ceux de Madame Blavatsky. Cinq courants donc parfois entremêlés, mais tout convergeant vers un même fleuve. L'héritage de Madame Blavatsky, qui nous renvoie toujours vers l'océan profond de la vérité. On va commencer par ses enseignements fondamentaux avec son premier livre, Isis dévoilé, publié en 1877, à la fin du 19e siècle, alors que le monde était tiraillé entre superstition et scepticisme, que la religion dogmatique revendiquait une vérité et que la science rigide en revendiquait une autre. Au milieu de ça, Elena Petrovna Blavatsky s'est lancée au cœur de la tempête en déclarant: le deux, science et religion, ne voient qu'une partie de la réalité. Comme le souligne Michael Gomez dans sa conférence au Congrès mondial au Canada, ce livre, Isis dévoilé, fut le premier consacré à la société théosophique et il a servi de moyen pour atteindre le public. Dans le livre, Madame Blavatsky a révélé des enseignements anciens qui montrent une unité cachée derrière toutes les traditions. Un fil d'or reliant l'Orient et l'Occident, le passé et le présent, le visible et l'invisible. Elle a remis en question l'idée même que la vérité appartient à un seul groupe, à une seule foi ou à une seule institution. Blavatsky a commencé à l'écrire en 1875, ne disposant que d'une petite bibliothèque. Pourtant, en 1877, elle avait déjà publié un ouvrage en 2 volumes qui a laissé tout le monde stupéfait. Olcott lui-même se demandait où a-t-elle acquis ses connaissances? Comment quelqu'un pourrait écrire un livre comme celui-ci? La réponse de Blavatsky fut simple et mystérieuse. Elle a dit: je l'ai écrit si facilement que ce n'était pas un travail, mais un véritable plaisir. Chaque fois que j'écrivais sur un sujet que je connaissais peu, je m'adressais simplement à eux et l'un d'eux m'inspirait. Et pareil, bien sûr, elle entendait ses instructeurs, les adeptes qui guidaient son travail, les maîtres. Le premier volume a remis en question la science matérialiste en démontrant que les superstitions, ce qu'il appelait superstitions à l'époque, reflètent souvent des lois naturelles encore méconnues, telles que les phénomènes physiques, la lumière astrale, l'éther et les récits d'élémentaux et de magie ancienne. Le deuxième volume a révélé les racines communes de toutes les religions, invitant les lecteurs à découvrir des vérités dans les symboles et les mythes, comme les origines païennes de la Trinité, les miracles cléricaux issus de la magie ancienne, les parallèles entre le Christ et les avatars orientaux, tels que Krishna, par exemple, et les passages de l'Évangile faisant écho aux textes bouddhistes. À sa parution, Isis fit l'effet d'un coup de tonnerre, radical, troublant, impossible à ignorer. Et même aujourd'hui, il lance la même invitation: se libérer d'une pensée rigide,
chercher les liens plus profonds et se souvenir de l'unité cachée au cœur de la vie. Notre deuxième test, c'est la doctrine secrète, son chef-d'œuvre, publié en 1888. Deux vastes volumes en anglais, si en français et en espagnol aussi, qui tentent de raconter l'histoire de l'univers et de l'humanité elle-même. Le premier, en anglais, Cosmogenèse, retrace la naissance et le développement du cosmos. Le second, en anglais, Anthropogénèse, raconte l'épopée de l'évolution spirituelle de l'humanité. Au cœur de ces deux œuvres se trouvent les stances du Tien, qui sont des fragments de l'ancienne langue de sagesse, le Zenzar, qui ont été traduits en anglais par Blavatsky pour la première fois dans l'histoire. Il n'enseigne pas comme des manuels, mais il enseigne, ou peut-être le mieux de dire qu'il parle en symboles et en mythes, avec une cadence profondément poétique. Et je dois l'avouer, chaque fois que je les lis, quelque chose me touche de si profondément que je ressens le besoin d'écrire un poème, comme si leur musique réveillait une langue que le cœur connaît déjà. C'est quelque chose qui me vient chaque fois que je lis un passage de la doctrine secrète. Lorsque le livre est paru en 1888, sa première édition s'est vendue avant même d'être accessible au public. Et depuis, comme on le sait, il n'a jamais cessé d'être réédité jusqu'aujourd'hui, bien sûr. Et aussi, il a été traduit en plusieurs langues. Sous le sous-titre de la doctrine secrète indique clairement le suivant. Une synthèse de la science, de la religion et de la philosophie. Et pour éviter toute confusion, Blavatsky a écrit « Ce n'est en aucun cas une religion et sa philosophie n'est pas nouvelle. Ses principes ne sont pas publiés pour la première fois, mais ont été soigneusement transmis et enseignés par plusieurs initiés et européens. » Alors, c'était une connaissance qui était déjà là. Mais avec son humilité caractéristique, elle a ajouté, je n'ai ici fait qu'un bouquet de fleurs cueillies, et je n'ai rien apporté de moi-même, si ce n'est la ficelle qui les lie. Je n'ai rien apporté de moi-même, si ce n'est la ficelle qui les lie. Le prix de cette œuvre fut immense. Il lui fallut 5 ans pour l'écrire, malgré la maladie, la souffrance et des profondes luttes intérieures. Elle disait avoir dû choisir entre la vie, sa propre vie, et la poursuite de son travail. Et bien sûr, elle a choisi. Elle a choisi l'œuvre, le travail, sa mission. Toujours reconnaissante envers ses instructeurs, qu'elle considérait comme de véritables collaborateurs. Elle décrivait les processus d'écriture non comme quelque chose d'ordinaire, mais comme un flot de vision et de connaissances gravées dans son œil intérieur. Elle disait, les images du passé se présentent à mon œil intérieur comme des scènes d'un panorama enchanté. Les images du passé se présentent à mon œil intérieur comme des scènes d'un panorama enchanté. La doctrine secrète, lorsqu'on la lit, peut sembler un labyrinthe, vaste, énigmatique, voire écrasant. Mais celle-là, la doctrine secrète, n'a jamais été conçue pour être facile. Madame Blavatsky ne l'a pas écrit pour satisfaire un intellect
Madame Blavatsky ne l'a pas écrit pour satisfaire un intellect agité, mais pour éveiller quelque chose de plus profond. Elle a averti. Toute l'essence de la vérité ne peut être transmise de bouche à oreille. Aucune plume ne peut la décrire, à moins que l'homme ne trouve la réponse dans le sanctuaire de son propre cœur. Aucune plume ne peut la décrire, à moins que l'homme ne trouve la réponse dans le sanctuaire de son propre cœur. Alors, comment aborder un tel livre? Bon, pour commencer, pas comme on aborderait un roman, un livre d'histoire ou tout autre ouvrage. Madame Blavatsky elle-même conseillait à ses étudiants de prendre des points de repère, comme ça, les trois propositions fondamentales du poème, le résumé à la fin du premier volume, ainsi que l'ouverture et la clôture du second. Elle a confié à Robert Bowen 4 idées à garder à l'esprit quand on lit la doctrine secrète. Le temps, l'unité de toute existence, la vie présente dans chaque atome, il n'y a pas de matière morte, l'humanité en tant que microcosme et la vérité hermétique. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est à l'intérieur, c'est comme ce qui est en dehors. Le livre est davantage un exercice de conscience qu'un ensemble de doctrines. C'est un entraînement à écouter non seulement avec le mental rationnel, mais aussi avec le bouddhi, la faculté de percevoir directement la vérité. Et on peut voir sur l'écran la présentation qu'elle fait dans les clés de la théosophie de la nature humaine, la composition septénaire de l'être humain. Et précisément lorsqu'il est uni à Manas, le bouddhisme est uni à Manas, qui est le mental supérieur, il devient, quand elles sont unies, il devient le mental de sagesse, le canal de la véritable perspicacité et de la réalisation vers le supérieur. L'atma, l'unité, qui est représentée sur l'écran avec l'étoile. C'est pourquoi de nombreux lecteurs affirment que sa valeur ne réside pas dans ce qu'ils comprennent, mais dans ce qu'ils éveillent lorsqu'on la lit, qui est un sentiment de plénitude, une reconnaissance de l'unité, une flamme de compassion. Comme l'écrivait le maître K.H., il disait, les vérités et les mystères de l'occultisme constituent en effet un ensemble d'une importance spirituelle capitale. Ils ne sont pas donnés pour alimenter la spéculation, mais pour leur impact concret sur les intérêts de l'humanité. Ceci est fondamental. Ils ne sont pas donnés pour alimenter la spéculation, pas pour satisfaire l'intellect, mais pour leur impact concret sur les intérêts de l'humanité. On peut dire la théosophie pratique, le service. Alors la doctrine secrète n'est pas une évasion dans l'astrait, mais un guide de vie, un yoga de la sagesse, une discipline du mental et du cœur. Et même les enseignements les plus élevés, ils sont des semences pour la pratique quotidienne. Blavatsky affirmait que son unique but était de lever un coin du voile qui cache la vérité divine afin que ceux qui souffrent puissent l'entrevoir et entrevoir une lumière de paix.
lever un coin du voile qui cache la vérité divine, afin que ceux qui souffrent puissent entrevoir une lumière de paix. C'est pour le service de l'humanité, pas pour la satisfaction de l'intellect. Son véritable secret réside peut-être là, non pas dans ce qui est écrit, mais dans ce qui s'éveille en nous lorsque nous lisons avec le cœur, car ce texte parle le langage de l'âme, celui de Bouddhi, le langage de l'intuition intérieure. On va continuer notre voyage avec la clé de la théosophie, publié en 1889. Ce livre a été le premier livre de Blavatsky que j'ai lu il y a longtemps et il ne ressemblait pas à un traité, mais à une conversation vivante. C'était la façon que je me suis sentie lorsque j'ai commencé à le lire. C'était presque comme si elle, Blavatsky, était assise en face de moi, écoutant mes questions et y répondant avec clarté. C'est ce qui rend ce livre si particulier. Il transforme la théosophie en dialogue vivant qui s'adresse autant au cœur qu'au mental. La clé de la théosophie voulait créer un pont entre les enseignements profonds de la doctrine secrète et les questions concrètes de la vie quotidienne. Madame Blavatsky précise dans le préface qu'il a été écrit pour le grand public et pour les théosophes en particulier. Sous forme de questions et réponses, le livre aborde des interrogations universelles, telles que pourquoi vivons-nous, que devient-on après la mort, comment devons-nous agir, etc. Par exemple, elle y décrit le karma non comme une punition, mais comme la loi ultime de l'univers, source et fondement de toutes les autres lois. C'est la façon dans laquelle elle explique le karma. Et elle dit que chaque acte sème des graines pour l'avenir, influençant non seulement notre vie, mais aussi celle de l'humanité. Et pour le faire clair, elle écrit, nous avons des enfants spirituels, nos futurs nous-mêmes. Ce que nous cultivons aujourd'hui déterminera ce que nous deviendrons demain. Le livre est profondément pratique. HPV souligne que la première étape du chemin spirituel est de se connaître soi-même et que l'échec en fait partie. Il nous souvient ce que les maîtres nous disent. Il faut essayer, essayer, essayer. Et à la fin, elle met l'accent sur 4 valeurs essentielles. Le devoir, le sacrifice, la charité et la responsabilité sociale. Car, écrit-elle, la théosophie est altruisme et elle signifie travailler pour les autres, pour l'humanité. En somme, la clé de la théosophie nous rappelle que la vérité se découvre par le service et la compassion et que la clé que nous cherchons a toujours été en nous-mêmes. On va continuer avec La Voix du silence, publié en 1889. Le livre n'est pas un manuel, mais un compagnon mystique pour le voyage intérieur. Ces mots sont une poésie vivante capable d'éveiller ce qu'il y a de plus profond en nous. Écrit en 1889 vers la fin de la vie de Blavatsky, le livre s'inspire du livre des Préceptes d'or, un ancien texte de sagesse orientale. Elle en traduit ici que 3 fragments disant que le monde n'est pas prêt à recevoir toutes les vérités. Seulement 3 fragments du livre de Préceptes d'or.
et le dédia aux quelques-uns prêts à suivre le chemin escarpé et semé d'embûches. Ce chemin mène vers l'intérieur. Les portails qui s'ouvrent devant le disciple sont invisibles au jeu de la chair. La voix du titre n'est pas un son, mais le silence même, ou le soir avec majuscule, profond peut être entendu. Le texte décrit trois salles. Celle de l'ignorance, où nous vivons tournés vers l'essence, celle de l'apprentissage, où l'on acquiert des connaissances et des pouvoirs, et enfin la salle de la sagesse, où disparaît l'illusion de la séparation et où brille le soi avec majuscule universel. Un des enseignements centraux est le mental est le grand destructeur du réel, que les disciples détruisent le destructeur. Ça veut dire que les croyances, même spirituelles, peuvent masquer la vérité. Il faut aller au-delà de leurs pensées jusqu'au silence intérieur. Au sommet, des voies s'ouvrent. Le nirvana, le chemin de la libération individuelle, et la voie du bodhisattva, celui qui renonce à sa propre libération pour servir aux autres. La voie du silence nous dit, vous ne pouvez pas parcourir le chemin tant que vous n'êtes pas devenu le chemin lui-même. Sans de nous guider par ce chemin, la voie du silence nous montre ces clés qui comprennent les six paramitas plus une qualité supplémentaire appelée viraga. Ils sont Dana, vous pouvez voir sur l'écran la classification, le verset, la version sanskrit, l'explication et la traduction plus commune. Alors, Dana, la clé de charité et d'amour immortel, la générosité. Sila, la clé d'harmonie en parole et en acte, la clé qui rétablit l'équilibre entre la cause et l'effet et ne laisse plus de place à l'action karmique, la discipline éthique. Shanti, la douce patience que rien ne peut troubler. Viraga, l'indifférence au plaisir et à la douleur, l'illusion vaincue, la vérité seule perçue ou le détachement. Virya, qui est l'énergie indomptable qui s'effraie une route vers la vérité céleste hors de la fange des mensonges terrestres. On dirait l'énergie, l'effort, le courage moral. Après ça, Dhyana, dont la porte d'or, une fois ouverte, conduit vers le royaume de l'éternel Sat et sa contemplation incessante, méditation, concentration. Et Prajna, dont la clé fait de l'homme un Dieu et les crée, et ce sont les filles de Dhyani, les bodhisattvas. Alors, comme j'ai mentionné, la voie du silence est un compagnon mystique pour le voyage intérieur. Et ces clés que je viens de mentionner donnent quelques indications pour ce voyage. Blavatsky présente ces clés comme les portes d'une vie plus haute. Elle met en garde contre l'égoïsme spirituel. Elle dit, vivre au bénéfice de l'humanité est le premier pas. Ainsi, la voie du silence appartient au grand classique de la vie spirituelle. À chaque lecture, il se transforme. Nous nous transformons. Non parce que les mots changent, mais parce que nous changeons. Chaque fois, il nous montre des possibilités différentes, de nouveaux voies, une inspiration différente. Son message, simple mais exigeant,
demeure. Nous ne sommes ni le corps ni l'ego, mais le soi universel, uni à tous les êtres. Et dans le silence, si nous avons écouté, cette voix peut enfin être entendue. Dans le silence, si nous avons écouté, cette voix peut enfin être entendue. Les écrits de Blavatsky nous rappellent que la théosophie ne se résume pas à des idées, mais qu'il s'agit de vivre ses idées à chaque instant. En résumé, les 4 principaux livres de Blavatsky sont comme 4 portes d'accès, chacun ayant son propre objectif et reflétant une facette différente de sa vie et de son œuvre. Ici dévoilé ouvre la première porte, mettant en dialogue la science, la religion et la philosophie. Là, Blavatsky apparaît comme une combattante, entraînant nos esprits à remettre en question les dogmes et à rester ouvertes à des vérités plus profondes. La doctrine secrète nous conduit plus loin dans la cosmogénèse et la sagesse qui se cache derrière les symboles. Ici, Blavatsky est l'initié, étirant l'intellect vers une intuition éveillée et un yoga de la sagesse. La clé de la théosophie ouvre la porte au dialogue et à l'éthique. On y trouve Blavatsky en tant qu'enseignante, rendant les enseignements accessibles. Cela nous aide à affiner notre discernement et à comprendre comment la théosophie peut guider notre vie quotidienne. La voie du silence est la porte du cœur, un compagnon sur le chemin intérieur, où Blavatsky représente le cœur maternel. Sa pratique consiste à cultiver le silence, le service et la compassion. Les enseignements fondamentaux nous invitent à cultiver un cœur pur et une intelligence éveillée, reflétant ainsi les premiers pas sur les marches d'or. Il nous rappelle de chercher la vérité avec diligence, d'écouter attentivement et de laisser la sagesse guider nos pensées et nos actions quotidiennes. On va commencer avec le deuxième courant qui nous conduit aux instructions ésotériques. Des écrits tels que l'occultisme pratique, les instructions ésotériques, la voie du silence peut être inclus aussi dans ces courants. Ce sont des écrits confiés à des chercheurs dévoués. Ils guident les chercheurs pas à pas en lui rappelant que le chemin a quelques exigences. Il rappelle le lecteur ce que le chemin exige réellement et que la discipline n'est pas une règle rigide, mais la formation constante de tout notre être. Il insiste sur le fait que l'éthique n'est pas facultative, mais constitue le fondement même de la vie spirituelle. Car sans pureté d'intention, la connaissance supérieure devient un danger plutôt qu'une bénédiction. Il met également en garde contre la tentation de considérer l'occultisme comme une simple curiosité ou un moyen d'obtenir du pouvoir, en soulignant que ce schéma est avant tout une quête de transformation intérieure et non l'acquisition de capacités. Il sert moins de manuel que de miroir, reflétant la tâche de devenir transparent à la lumière du soi supérieur. Je n'entrerai pas dans les détails, mais pour ceux qui se sentent concernés, intéressés, je vous invite chaleureusement à lire, étudier et surtout à pratiquer. Le troisième volet révèle HPB en tant que narratrice dans les cavernes et jungles de l'Indostan.
Et dans ses croquis, elle mêle le réel à la fable, le voyage au symbole et le parcours extérieur à la vérité intérieure. Les paysages se transforment en allégories, les rencontres scintillent de sons cachés et le monde quotidien devient lumineux. Elle-même a déclaré le suivant. Je n'ai jamais voulu que ce soit un travail scientifique. Dans l'ensemble, les faits sont exacts, mais j'ai librement utilisé le privilège d'un auteur pour regrouper, colorer et dramatiser. Je préférerais qu'on les considère plutôt comme un récit de voyage romantique. C'est ce qu'il prévient au lecteur. Pas de, il n'est pas un travail scientifique, mais il est de la fiction, clairement. De la réalité fictionnelle, on pourrait dire. Et ici, je voudrais également mentionner Nightmare Tales, les histoires de cauchemars. Je ne sais pas s'il y a de traduction en français. Il s'agit d'un recueil posthume de nouvelles occultes et surnaturelles de Blavatsky, qu'elle a initialement publié dans Lucifer et le Théosophiste. Bien que présenté comme une fiction gothique, chaque conte est imprégné d'idées théosophiques telles que le karma, la réincarnation, les pouvoirs invisibles de la pensée et la continuité de la vie après la mort. À travers des récits saisissants, mystérieux et parfois troublant, Blavatsky a utilisé une narration imaginative pour illustrer les vérités ésotériques et les conséquences morales des actions humaines. Cette collection constitue son œuvre la plus explicitement littéraire, mêlant philosophie spirituelle et éléments mystiques et macabres en même temps. La narration clairement était dans son sang. Sa mère, Elena Andreyevna Fadeyeva, autrefois surnommée la George Sand de Russie, écrivait des romans à caractère social. Sa grand-mère, la princesse Elena Pavlovna, était également écrivain, botaniste et érudite. Ce recueil d'écrits de Blavatsky, que je viens de mentionner, est également une lecture très intéressante pour ceux qui souhaitent de découvrir une autre facette de cette femme extraordinaire. Je vous encourage à le lire. Bon, le quatrième volet rassemble les écrits plus courts de Lena Petrovna Blavatsky, tels que les essais, articles, éditoriaux et lettres. Sa voix y est plus intime et spontanée, non seulement celle de la philosophe et de l'enseignante, mais Blavatsky elle-même. Elle se présente vive dans les débats, farouche dans la défense de la vérité, mais en même temps compatissante envers les chercheurs sincères. Les écrits rassemblés aux Collected Writings, compilés par Boris de Sirkov, réunissent ces articles publiés dans Les Théosophistes et Lucifer, préservant le souffle de sa voix publique, tantôt débattrice, tantôt contemplative, mais clairement toujours éveillante. Ces lettres révèlent son humour, ses luttes et son dévouement à la cause. La série HPV Speaks, HPV Parle, je ne sais pas aussi non plus, je ne sais pas non plus s'il y a de la traduction en français, mais cette série, HPV Speaks, fait revivre ses conférences où sa présence vivante et son enseignement spontané se manifestent avec intensité. Et ce travail se poursuit clairement lors du deuxième congrès mondial, un nouveau volume, H.P. Blavatsky Collected Writings Russian Series, la série de Russie, compilée par Boris de Sirkov et éditée par Michael Gomez,
fut lancé par le président Dimboy, rendant accessibles ses premiers écrits russes. Les paroles de Blavatsky ne sont pas des reliques du passé, mais des voix vivantes qui continuent d'inspirer et d'éclairer notre époque. Son ton polémique, tranchant, intrépide, implacable face aux dogmes et au matérialisme, frappait comme le tonnerre. Il était troublant, libérateur toujours, ouvrant une vision plus large de la vérité. Accusé à tort par le rapport Hodgson en 1885, elle fut réhabilitée des décennies plus tard par Vernon Harrison, presque un siècle après. Harrison démontra les faits de cette condamnation. Je ne sais pas si vous connaissez le rapport de Hodgson, mais sa conclusion était que Blavatsky était une fraude, qu'elle avait falsifié toutes les lettres de maître. Et il est lié à l'affaire Coulomb. Mais Harrison, dans les années 80 du XXe siècle, a démontré que la condamnation qu'elle a souffert grâce à Hodgson n'était pas juste et que les preuves étaient fausses elles-mêmes. Malgré tout, malgré le report qu'il a accusé et toutes les autres calomnies qu'elle a souffert, elle resta une pionnière et bâtisseuse de ponts, courageuse, ouverte et fidèle à la vérité. Elle n'a jamais arrêté son travail, sa mission. Et grâce à ça, nous avons les échos à travers du temps qui compose le cinquième courant, celui des écrits sur Blavatsky et son œuvre. Ça veut dire les biographies, les études, qu'elles soient académiques, dévotionnelles ou critiques, qui tentent de saisir sa vie et son héritage remarquable. Aucun ne dévoile pleinement son mystère, mais ensemble, ils forment une mosaïque vivante. Des œuvres telles que HPV, La vie extraordinaire et l'influence d'Elena Petrovna Blavatsky de Sylvia Kraston. Je ne sais pas s'il y a la traduction en français, mais c'est un texte magnifique. Ou des textes tels que Les efforts de Boris de Sirkov dans les écrits rassemblés, qui préservent non seulement son histoire, mais aussi sa voix vivante. Lire Blavatsky peut sembler intimidant. Beaucoup d'entre nous ont ouvert la doctrine secrète et se sont demandé qu'est-ce que je viens de lire, parce que son œuvre est défiante, vraiment défiante. Des ouvrages comme The Divine Plan, le plan divin de Geoffrey Barborka ou HPV et la doctrine secrète de Virginia Hanson ou Approaching the Sacred Doctrine, euh, Introduction à la doctrine secrète de Pablo Sender, plus récemment publié, et d'autres, rendent des enseignements de Blavatsky, rendent les enseignements de Blavatsky plus accessibles et rappellent que l'étude de Blavatsky est un voyage partagé aussi. Cependant, comme l'a souligné elle-même, nous devons nous plonger directement dans ses écrits. Ce faisant, nous en aurons la vision et nous rapprochons de l'essence de son œuvre. Ça nous aide à nourrir les aspects supérieurs de nous-mêmes, cultiver le bouddhisme, devenir de meilleurs êtres humains et ainsi transformer notre réalité. Souvenons-nous de ce que le maître disait, que l'importance, c'est pour le bien de l'humanité, et pas pour satisfaire l'intellect. Alors, l'invitation est de plonger directement dans ses écrits, avoir l'expérience directe et voir comment, à travers cette expérience, nous nous transformons en ce qui se passe.
dans nous-mêmes. Les enseignements de Blavatsky continuent d'inspirer. Et je vous recommande vivement de lire la biographie de Sylvia Cranston que j'ai mentionnée. J'espère qu'il y a une traduction en français. Je sais qu'il y a le texte original est en anglais, on a la traduction en espagnol et en portugais, mais je ne sais pas s'il est en français. Et spécifiquement, dans le 7e chapitre, qui s'appelle Le siècle suivant, Sylvia Cranston nous montre comment l'influence de Blavatsky nous parle encore à travers des puissants échos. Alors, on a l'écho de la science et la spiritualité. Je ne ferai qu'un bref euh, résumé de la science, de la relation de la science et la spiritualité que Sylvia Cranston montre. Et comme on sait, Blavatsky aimait ébranler les fondations. Et dans la doctrine secrète, elle a déclaré que la matière est une modification de la conscience. Elle a décrit les atomes comme des centres d'énergie et l'univers comme une manifestation de l'esprit. Les découvertes ultérieures, telles que la relativité, la physique quantique, la théorie des cordes et d'autres, ont donné l'impression que la science suivait des chemins qu'elle avait déjà tracés, que Blavatsky avait déjà tracés dans son livre. Sa vision ressort encore aujourd'hui, nous montrant que la science et la spiritualité ne sont pas des rivales, mais des courants qui convergent vers le même océan de vérité. Des livres comme ceux que vous voyez à l'écran ont été écrits pour illustrer cela. Ça veut dire la relation entre science et spiritualité et que les deux convergent dans le même océan. Le deuxième écho, c'est l'écho de l'art. Ce que la théosophie a apporté en Occident a également stimulé l'imagination des écrivains et des artistes. Des écrivains comme Yeats, Russell et même Frank Baum, l'écrivain de Magicien d'Oz, le sorcière d'Oz. Je ne sais pas comment est la traduction en français. Mais pas seulement Yeats, Russell, Baum, il y en a plusieurs, mais je ne vais pas le nommer tout ici parce qu'on a la limitation du temps, mais je vous propose d'aller rechercher sur les écrivains et les artistes en général qui ont été influencés par la théosophie. Et ils se sont inspirés de son imaginaire, de l'imaginaire de la théosophie. Los écrivains latino-américains tels que Rubén Darío, Gabriela Mistral et tous les modernistes, la littérature moderniste latino-américaine, le mouvement moderniste latino-américain a eu de l'inspiration dans la théosophie et dans la vision de l'unité que la théosophie présentait. Kandinsky, Mondrian et d'autres artistes visuels ont attribué au texte théosophique l'influence de leur art abstrait, tandis que les compositeurs Scriabin et Sibelius, par exemple, il y en a plus, bien sûr, ont cherché le même souffle dans la musique. Comme je le dis, je ne mentionne que peu d'eux ici. Grâce à eux, la théosophie est devenue une force créatrice, mais aussi la théosophie leur a donné la force créatrice, l'inspiration, permettant à la vérité de s'exprimer à travers le mot, la couleur et le son. Le suivant écho, c'est l'écho de la transformation. Pour Blavatsky, la vérité n'était jamais une théorie. Elle devait être vécue. Chaque acte de compassion, chaque effort pour se maîtriser ressent dans le monde. Une étude profonde de la doctrine secrète, par exemple, n'élargit pas seulement notre compréhension, elle nous transforme vraiment. Comme Blavatsky l'a écrit, l'étude de la doctrine secrète ouvre de nouvelles voies dans la conscience, éveillant l'esprit de la sagesse, Buddhimanas, dont on parlait,
quelques minutes avant. Elle dit, ces instances font appel aux facultés intérieures plutôt qu'à la compréhension ordinaire du cerveau physique. L'étude approfondie de la doctrine secrète est un moyen de stimuler l'esprit de sagesse, afin de devenir un véhicule plus approprié de la sagesse spirituelle. Deux voies s'y unissent, la pratique et la méditation qui éveillent l'intérieur et l'étude profonde qui repousse les limites de la pensée et refaçonne le mental. Et du point de vue moderne, cela évoque la neuroplasticité, qui est la capacité du cerveau de se réorganiser, de construire des connexions entre les neurones. Donald Hebb, un étudiant de la neuroplasticité, écrivait que les neurones qui s'activent ensemble se connectent. Et puis, un autre étudiant, Gregory Burns, découvrit que la lecture d'un roman, par exemple, peut nous transporter dans le corps du protagoniste et nous pouvons mesurer cet effet dans le cerveau. Alors, imaginez-vous, si cela est vrai pour un roman, si vous pouvez, si on peut se transporter dans les corps du protagoniste et mesurer, et le fait peut être mesuré dans notre cerveau. Imaginez-vous l'effet transformateur de l'étude à conscience et dédiée des livres tels comme le livre de théosophie ou des livres comme celle de Blavatsky qu'on a parlé. Alors, lire Blavatsky, lire et étudier de la théosophie ou n'importe quel texte vraiment spirituel, profond, est un acte d'alchimie intérieure, où l'effort lui-même devient lumière. C'est pour ça que Blavatsky disait que la doctrine secrète, quand on étudie la doctrine secrète, on développe l'intuition, le bouddhi, on connecte avec le bouddhi. Et ça me fait penser à la mission de la Société théosophique qui est servir l'humanité en cultivant une compréhension et une réalisation toujours plus profonde de la sagesse éternelle, de la transformation spirituelle de soi et de l'unité de toute vie. Cette réalisation de la sagesse profonde qui nous vient de l'étude des œuvres de Blavatsky est en fait mais aussi la partie des enseignements profonds de son œuvre qui va nous conduire à la transformation spirituelle de nous-mêmes et à la réalisation de l'unité de toute vie. Bon, je voudrais conclure par les mots de Boris de Sirkov qui ont été cités par Michael Gomez dans la conférence au Congrès mondial en juillet 2025 au Canada, où Boris de Sirkov nous dit: il existe une sagesse cachée dans le monde, une sagesse invisible aux yeux des hommes. Il existe un chemin secret qui mène à cette sagesse, et il prend sa source au plus profond de votre cœur. Il existe une méthode secrète de vie, un cheminement, un code de conduite qui offre les conditions nécessaires pour emprunter ce sentier et permettre d'entendre la sagesse cachée de la faire sienne et de la faire sienne. Ces trois éléments, la sagesse cachée à attendre, le chemin qui y mène et la méthode de vie, sont les notes clés du message que Blavatsky a proclamé au monde. Inspiré par ces idées, nous maintiendrons les liens intacts. Inspirés par ces idées, nous maintiendrons les liens intacts. Bon, ce sont des mots que je voulais vraiment lire aujourd'hui, les jours de la fondation. Et inspirés par ces idées, nous pouvons maintenir les liens intacts pendant les années à venir.
Que les échos de la sagesse intemporelle que nous avons explorés nous guident vers une compréhension plus profonde et une action empreinte de compassion. Ce voyage que nous avons partagé ici aujourd'hui sûrement ne s'arrête pas là, et peut-être il n'a pas non plus commencé ici. Les écrits de Blavatsky nous attendent pour que nous les ouvrions, pour que nous les explorions et les fassions nous fassions notre propre découverte. Et toujours, comme il se passe avec de grandes œuvres, on va trouver de nouvelles idées, inspirations, de la magie, des choses magnifiques à comprendre, intérioriser et pratiquer dans notre vie. C'est l'invitation. Merci, chers amis, et namaste.